Alors j'aimerais bien qu'on aborde cette question de l'attention conjointe, D'accord, l'attention conjointe, ok. puisque ça rejoint l'imitation, ce que vous Ouais, disiez ouais, tout ouais, à l'heure par ouais. rapport à Ok, l'imitation, ok. ce besoin d'attention commune. Et donc il y a ce passage très intéressant où vous parlez d'attention conjointe. Comment cette attention conjointe est importante, parce que justement à l'heure actuelle on parle beaucoup des MOOC, etc. Et on n'a pas cette attention conjointe-là en informatique, puisque la personne est derrière son écran. D'accord, Donc en quoi la présence de l'enseignant est intéressante et il faut la d'accord, préserver. d'accord, d'accord. Alors là, c'est une question très, très intéressante, très riche et très complexe. Je ne sais pas si je vais pouvoir lui faire justice là en quelques phrases, mais la première chose peut-être, c'est donc peut-être je vais cadrer un petit peu les choses. Donc pour parler de l'attention, dans le livre, j'ai essayé de proposer trois niveaux. Un niveau qui est celui auquel on pense habituellement lorsqu'on dit que les gens sont attentifs ou pas, à savoir l'attention individuelle. On a un livre, hein, il y a un sujet individuel, un livre, et est-ce qu'on est attentif ou pas au livre? Et on dit que aujourd'hui on a de la peine à soutenir l'attention parce que à partir de quelques pages, voilà, on est distrait parce qu'un téléphone nous appelle. Donc ça c'est un individu et un objet, un sujet et un objet. Attention individuelle. Il y a un autre niveau le plus vaste qui serait l'attention collective, le fait que à tel moment de l'année, eh ben, on parle tous de Noël, des fêtes de Noël. C'est une histoire culturelle parce que vers décembre, des gens veulent nous vendre des histoires et puis il y a des rapports, on essaie de se retrouver en famille. Donc il se trouve que par imitation, là c'est vraiment l'imitation coutume, vers Noël, vers décembre, on parle de Noël. Ça, c'est des phénomènes d'attention collective, et donc, voilà, ou alors forcément les nouvelles, on fait attention à l'accident d'avion, etc. Tout le monde parle en même temps de ces choses-là, et là, c'est les phénomènes de médias, je parle d'envoûtement médiatique. Donc on a du collectif très très large à travers les médias, de l'individuel, où c'est toujours un médium, le livre que j'ai, c'est toujours un médium, mais c'est mon rapport individuel, et il y a une couche intermédiaire qui s'est fait isoler dans les discours sur l'attention, la psychologie depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, joint attention en anglais, qui s'appelle donc, qu'on peut traduire comme l'attention conjointe, qui se définit par le fait que c'est du collectif, donc on est à plusieurs, mais ce sont plusieurs personnes, alors on va rester aux humains, après ce qu'il y a des choses avec les animaux, on peut discuter, mais c'est trop compliqué pour là, donc on est plusieurs humains, et qu'est-ce qui définit l'attention conjointe? C'est le fait qu'on soit sensibles les uns aux autres. Et de nouveau, on va retourner d'ailleurs à Gabriel Tarde dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est Gabriel Tarde qui a introduit une distinction entre ce qu'il a appelé les publics et les foules. Les foules, c'est par exemple une manifestation de rue, à savoir les gens sont ensemble dans la rue et s'il y en a un qui lance un slogan, les autres risquent de reprendre le slogan. Pourquoi? Parce qu'ils s'entendent les uns les autres. Ils se voient et ils s'entendent les uns les autres dans la rue. Alors que qu'est-ce que c'est qu'un public? Un public, alors pour Tarde, c'était les journaux. Pour nous, c'est les journaux ou la télévision ou la radio, où chacun est chez soi. Et oui, à 20 heures, on entend tous parler d'un accident d'avion, ou de terrorisme, ou de réchauffement climatique, etc. Donc on est bien ensemble, on est bien en phase. Hein. Mais dans un public, et ce qui fait qu'on est dans un public, c'est que je ne sais pas si le voisin rigole ou pleure. Quand il voit quelque chose, je ne sais pas s'il dit bah, tant mieux parce que voilà, on va faire la révolution, ou s'il a peur parce qu'il va perdre ses propriétés. Donc ce qui définit les publics, c'est d'être, c'est bien une attention collective, mais une attention collective isolée les uns des autres. Alors que l'attention conjointe, on est attentif aux mêmes choses et on sait comment les autres sont attentifs. Et donc un des exemples que prennent les psychologues, c'est qu'à un certain moment de développement de l'enfant, assez tôt, je crois, c'est autour d'une année, quelque chose comme ça, jusqu'à présent, l'enfant était seulement sensible à la présence de la mère, ou à ce que la mère faisait avec lui. Et à partir d'un certain moment, il se rend compte, si, alors la maman ou le substitut de la maman ou le papa, peu importe, hein, si la figure parentale, tout d'un coup, est distraite par quelque chose. Donc vous tenez votre enfant, et puis quelqu'un rentre dans la salle et vous regardez vers lui. À partir d'assez tôt, l'enfant s'aperçoit de ça. Donc il s'aperçoit de quoi? Il est conscient il est attentif à l'attention des autres. Si l'attention se dirige vers lui ou si elle se dirige ailleurs. Donc tous ces phénomènes d'attention conjointe, c'est ces phénomènes où des humains sont attentifs à l'attention que portent à eux, à l'environnement, aux objets, les autres humains. Et donc là, vous allez commencer par dire, oui, alors on est derrière des écrans, et donc c'est pas conjoint. C'est pas aussi simple que ça.
intuitivement, vous avez tout à fait raison, en général c'est vrai, mais on peut trouver des contre-exemples. Par exemple, qu'est-ce qui se fait lorsqu'on est avec Skype, hein, lorsqu'on communique par Skype, c'est bien une forme d'attention conjointe, parce que je parle avec une personne, il peut y avoir plusieurs personnes, mais disons même si on en reste à deux, je fais une discussion. Là, il se trouve qu'on est ici ensemble, donc là, je suis sensible à votre attention. Si vous commencez à bâiller, ou si vous commencez, si je vois que vous regardez en l'air de qu'est-ce qu'il raconte, ben, ça va changer ce que je raconte. Si vous avez la gentillesse de sourire, je me dis, bah, tiens, je vais continuer comme ça. Donc je suis sensible à votre attention. Et ça, s'il y avait, si j'étais à Tokyo et que vous soyez à Tournai, et qu'on ait un écran, et que je vois votre visage qui me sourit, ou qui regarde en l'air, ou qui bâille, il y a plein de choses qui changent, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'il faut des satellites, parce qu'il faut des câbles, donc c'est pas la même chose, mais l'expérience que j'ai dans la communication avec vous, si c'est une assez bonne définition, s'il n'y a pas trop de retard, de délai, etc., on peut dire que c'est une forme d'attention conjointe. Donc, ce qui compte, c'est pas seulement d'être au même moment, au même endroit, de façon immédiate, ça peut passer par des médiations, y compris par des écrans, mais ça veut dire qu'on réagit en temps réel à ce vers quoi les autres humains dirigent leur attention. Et donc, les exemples classiques d'attention conjointe, c'est, outre les conversations, etc., c'est la salle de spectacle vivant par rapport au cinéma. Quand vous allez au cinéma, ce qui se passe sur la scène, le film il se projette. Que les gens rient ou rient pas, alors que lorsque vous allez au spectacle vivant, les acteurs réagissent fortement, ils sont nourris par l'attention qu'on leur prête. Autre distinction, regarder un film chez soi tout seul sur une vidéo, où là on est vraiment un public, ou regarder un film dans une salle de cinéma, ou de nouveau, si quelqu'un commence à rigoler dans une scène tragique, parce qu'il trouve que vraiment l'actrice ou l'acteur est vraiment trop nul, eh ben ça va être contagieux, et tout le monde va trouver nulle cette scène, parce qu'il y en a un qui nous a rendu sensibles à ça. Donc notre vision du film, notre expérience du film, notre attention au film va être influencée, déterminée, conditionnée, appelons ça comme on veut, par l'attention des voisins. Ce qui n'arrive pas justement lorsqu'on regarde la télévision tout seul chez soi. Bon. Alors tout ça pour mettre en place, la question, c'est ce qui nous intéresse, c'est de nouveau des questions plutôt de pédagogie. En classe, parce que vous parliez des MOOCs, en classe justement, on est dans une situation d'habitude d'attention conjointe, où que ce soit un cours ex cathedra, magistral, ou que ce soit des séminaires plus interactifs, peu importe, l'enseignant, disons, qui parle, est sensible à l'attention ou au manque d'attention des étudiants. Les étudiants sont sensibles entre eux au fait que voilà qu'on se moque, etc. Et sitôt qu'il y a des échanges, alors on voit, c'est très clair qu'il y a des phénomènes d'attention qui se retournent, partagés, etc. Alors, la question c'est quelle part joue cette attention conjointe dans les phénomènes d'éducation? Et, comme vous l'avez très bien dit, un des modèles aujourd'hui pour réduire les coûts de l'éducation, en particulier supérieure, université, etc., c'est de passer par des MOOCs, donc des Massive Open Online Courses, des cours offerts en ligne à grande échelle, parce qu'il peut y avoir des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui suivent le cours, et donc on produit du matériel. En général, c'est beaucoup plus raffiné que simplement un type qui fait son cours. On met des vidéos, on met des exercices, on met des choses, on profite du multimédia. Pour faire un cursus d'une dizaine de semaines, disons, on met en place tout un système d'examination par ailleurs, voire de tutorat, avec des choses très intéressantes qui font que les étudiants se rencontrent dans chaque ville, avec des Facebook ou autres, ou se rencontrent en réalité pour faire les exercices, pour communiquer. Donc ils refont des petits modules d'attention conjointe, en marge du cours, entre étudiants, et ça peut être très bien. Et donc il y a un certain dispositif de diffusion, disons, du savoir qui passe par les MOOCs. Moi, je ne suis pas contre a priori. Il me semble que c'est très bien. Moi, j'écoute la radio, j'écoute des choses. Je suis très heureux de trouver sur Internet un professeur ou quelqu'un qui a fait de la recherche, qui fait un cours, qui parle de ces choses, et de voir des MOOCs sur des choses que je ne connais pas, c'est merveilleux. Donc moi, je ne trouve pas du tout que c'est à fusiller ou à exécuter a priori. C'est très utile. Ça permet à des gens qui ne vivent pas dans des grandes villes, qui ne peuvent pas se payer des grandes universités, etc., d'acquérir une éducation. C'est merveilleux, c'est un des avantages remarquables de la technologie. N'empêche qu'il y a quelque chose qui passe plus difficilement. Je ne dis pas que ça ne peut pas passer, de même qu'avec Skype, on peut faire de l'attention conjointe. Donc ça dépend comment on le conçoit, ça dépend comment on met quelque chose autour de ça, ça dépend justement quelle communauté se crée autour de ces MOOCs, mais qu'il y a un moment essentiel de l'éducation qui est ce que j'appelais tout à l'heure l'éducation de l'attention,
et l'éducation de l'attention par l'imitation des gestes. Et donc gestes, c'est pas seulement les gestes de la main, moi je gesticule beaucoup, mais c'est les gestes de recherche. Qu'est-ce que c'est qu'un geste de recherche, que j'essayais de dire tout à l'heure. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose qui, pour le moment, je ne sais pas ce que ça sera dans 3000 ans, mais pour le moment, ça passe à travers des situations d'attention conjointe et en petits groupes, à savoir, c'est entre 7 et 15, voire 20 personnes, me semble-t-il, qu'on a un bon environnement d'attention conjointe pour que les interactions soient assez riches, pour qu'on puisse apprendre certaines choses beaucoup plus vite que s'il fallait passer par des règles, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ou que si on essayait de le transformer en séquence de vidéos et de choses comme ça. Parce que, de nouveau, lorsqu'on voit et qu'on peut interagir, poser des questions et répondre et faire des exercices et explorer une piste et voir que ça ne va pas et l'autre vous dit pourquoi ça ne va pas, etc. Donc il y a une finesse d'interaction que j'imagine pas qu'on puisse avoir à travers des grands dispositifs collectifs, que ce soit les MOOCs ou que ce soit les cours ex cathedra dans des aulas avec 300 personnes. À mon avis, les enseignants qui s'opposent aux MOOCs alors qu'ils ont toléré, voire qu'ils ont participé à des grands cours avec 500 personnes dans des auditoires, moi je ne comprends pas très bien leur raisonnement, parce que au moins avec les MOOCs, vous avez du multimédia, à mon avis c'est beaucoup plus riche un MOOC que ça. Avec l'exception de quelques personnes qui ont une parole remarquable et où on se dit qu'il se passe quelque chose lorsqu'on est en train de les voir, et qu'il y a tout ce côté performance qui fait aussi partie du travail, de toutes les relations d'ailleurs, de la vie sociale. Hein. On est toujours en train de performer un petit peu les uns les autres, et il y a des grands performeurs. Et de même que voir un concert en vidéo, ça peut être sympathique, mais d'être là sur le moment, lorsque la musique est en train de se faire, il y a une émotion, il y a une emprise, il y a une participation beaucoup plus forte. Je comprends tout à fait qu'il peut y avoir des aulas des auditoires avec 500 personnes pour voir un type génial en train de performer sa génialité. Donc, que ce soit une rockstar avec une guitare, que ce soit un type avec sa parole parlant de philosophie, c'est tout à fait comparable, et pourquoi pas, je ne condamne pas ça du tout. Ce que je vois, c'est que dans la plupart des universités, enfin, pas la plupart, mais souvent dans les universités, c'est des types qui viennent faire leur cours, ils le lisent, ou ils s'emmerdent encore plus que les étudiants, et là, moi je dis, tant mieux les MOOCs. Donc, utilisons les MOOCs pour faire une certaine partie du travail d'enseignement. Si, et c'est ça le danger des MOOCs, c'est que ça se fait utiliser par des rationalités économiques, par des rationalités de captation de profit, pour remplacer l'attention conjointe, hein, l'attention qu'on prête les uns aux autres. Et là, il y a une double signification du mot attention en français qui est très importante, qui est on peut être attentif ou on peut être attentionné. Attentif en général, on est attentif à des objets, à des dangers, à des événements. On est attentionné envers des êtres vivants, des êtres sensibles. Ça peut être des chats ou ça peut être des humains. Et ce qui se passe, me semble-t-il, dans ce qu'on apprend à l'école, que ce soit la petite école, jardin d'enfants, jusqu'à l'université, c'est d'apprendre à être attentif à certaines choses, comme disait Ingold, éducation de l'attention, mais c'est aussi apprendre à se socialiser, donc apprendre à être attentionné les uns envers les autres. Et de nouveau, ça me semble absolument essentiel d'essayer de cultiver dans l'espace d'enseignement ce fait d'être attentionné les uns envers les autres, que ce soit les étudiants qui respectent les uns les autres, qui ne se parlent pas pendant que quelqu'un d'autre parle, etc., ou respectent l'enseignant, mais que ce soit aussi l'enseignant qui respecte les étudiants. Et donc ça, c'est très important comme mode de socialisation. Et ça, de nouveau, ça passe de façon très très différente par les MOOCs ou par les choses qui passent par les médias. Il peut y avoir, on voit très bien dans les films, il y a des films qui sont basés sur la violence qu'ils font à leur auditoire, en mettant toujours des bruits d'explosion, en mettant des montages hyper rapides, en mettant des enchaînements narratifs hyper attendus. Et puis il y a des films qui sont plus attentionnés, qui sont plus doux, qui sont plus souples, qui accueillent la réflexion de celui qui regarde, etc. Et donc, quel que soit le médium, que ce soit en performance live, je dirais, en direct, ou que ce soit à travers des médias enregistrés, cette question d'être attentionné envers ceux avec lesquels on communique, c'est très important. Et c'est plus important, je dirais, que de savoir si ça passe par des caméras ou si c'est en direct. Parce qu'il y a des modes d'enseignement de la part de professeurs qui sont beaucoup plus violents, finalement, qu'un bon MOOC, me semble-t-il. Je vais